Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, cette semaine, on va recevoir Hélène Reeves, qui est porte-parole représentante de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur, qui est une assemblée citoyenne qui s'organise le 26 avril prochain, une assemblée publique d'information, parce que vous savez que le projet de développer davantage le port de Montréal du côté de Contrecœur, c'est dans les cartons politiques depuis plusieurs années, mais là, il y a eu des annonces qui ont été faites. Alors, on va s'entretenir là, tout de suite après la page éditoriale, après la pause de 12h15, avec Mme Reeves. Et on reçoit, et qui sont en studio avec nous, Martine Desjardins, bonjour. Bonjour, Jacques. Comment ça va? Ça va bien, toi? Fait longtemps? Oui, quelques mois quand Ben même. ouais. Je dirais 2024, la dernière fois qu'on s'est parlé à ce micro. Tu m'as écrit me dire, hey, tu devrais inviter. Puis là, je t'ai dit, ben non, c'est toi, je vais inviter. C'est ça, exact. Ça fait longtemps. Finalement, c'est une façon détournée de m'inviter. Ben oui, c'est sûr. C'est ça qu'il fallait comprendre. Alors, on est en pleine semaine de grève dans les CPE au Québec. 13 000 éducatrices de centre de la petite enfance affiliées à la CSN. D'ailleurs, quand on est arrivé à la station tantôt, il y avait un regroupement de plusieurs milliers d'éducatrices au coin de la station. Et Martine va nous parler de l'importance des CPE dans notre société. On a tendance parfois à l'oublier, mais les centres de la petite enfance, c'est un acquis, mais qui est aussi fragilisé par les conditions de travail salarial, il faut le dire, des éducatrices en CPE qui sont, je lisais récemment, le DEC le moins bien payé au niveau collégial. Donc, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et on reçoit aussi mon ami Michel Labrec. Allô, Jacques. Alors, Michel Labrec est avec nous depuis l'automne dernier. On a parlé politique américaine. Puis lui, il me dit, moi, je veux parler du Brésil. Je veux parler des États-Unis du Brésil, Jacques. Parce que c'est le vrai nom. Alors? Os Estados Unidos do Brasil. Michel Labrec, ancien journaliste de Radio-Canada. On peut le dire, un spécialiste de l'Amérique latine et de la politique américaine aussi. Oui, bien, j'ai été correspondant pendant 2 ans en Amérique du Sud, en fait, basé à Rio de Janeiro, mais ça ne me rajeunit pas. C'était entre 2001 et 2003. Bah, ça, on est à peu près dans le même club. Alors, que veux-tu? Mais maintenant, on est jeunes pas mal plus longtemps qu'on l'a déjà. Desjardins, t'as peut-être pas encore né? Non, 2001-2003, j'étais à l'université. Je te rassure, Michel, Exagère pas trop, je commençais mon bac, là. Non, ben, je la taquine parce qu'on a une histoire aussi. Oui, mais effectivement. maintenant, je peux dire des affaires comme ça, maintenant que j'ai pris ma retraite de Radio-Canada. On n'est plus liés. On s'est connus à l'époque du printemps érable, absolument, en 2012, alors que Martine, était une des 3 porte-paroles étudiantes. Et moi, ça a donné comme ça que j'ai beaucoup suivi son groupe sur le terrain. Fait que voilà, on remonte à loin. Puis, Michel, évidemment, dans ma cuisine et ma cour pour jaser avec moi, c'est ça. Ouais. Le monde est petit. Maintenant, elle est directrice de la FPJ, la Fédération des journalistes du Québec. Fait qu'on se retrouve tous. On se retrouve encore. C'est pareil comme toi, Jacques. Quelques années quand même. On s'est rencontrés à Porto Alegre, je pense, au Brésil. Exactement. Comme responsable des affaires internationales. Pendant que tu as le micro, tiens, ce soir, tu t'attends à quoi comme débat qui a été décalé plus tôt parce qu'on a du hockey et on ne sait pas si les Canadiens vont faire les séries. Oui, moi, je pense qu'ils ne feront pas. Bon, oiseau de malheur. Pour vrai? Non, mais j'espère que je me trompe, Jacques. J'espère que je me trompe. Ils me font peur. Pour le débat... Moi, je ne sais pas, parce qu'à partir du moment où on dit d'habitude, il ne se passe rien, peut-être que cette fois-là, il va se passer quelque chose. En même temps, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qui peut vraiment Parti libéral, les sondages encore, changer 43%. l'état des choses. Mais qui sait? On ne sait jamais. Je me suis laissé dire par une source assez bien informée que il allait avoir plus de temps pour les échanges. Oui, parce que le Parti vert a été disqualifié. Oui, mais avant ça, déjà, le format a été changé. Au lieu de 3 journalistes, il y en a un seul, c'est Patrice Roy. Puis ils vont laisser plus de temps, mais à un moment donné, le problème avec ça, c'est que la cacophonie peut prendre et que ça peut finir compliqué. Mais en fait... Moi, je suis pas sûr que ça va être déterminant, mais en même temps, à partir du moment où je dis ça, on ne sait jamais. Moi, je me rappelle encore du débat Mulroney-Turner. J'ai cet âge-là, où Mulroney avait réussi à revirer John Turner comme une crêpe dans la poêle, puis Turner était fait.
Toi, t'es-tu contente que ça soit devancé? Parce que t'aurais écouté le hockey, toi. Oui, c'est ça, exact. Moi, Comme moi, je vais te dire. Ouais. Mais oui, puis en même temps, à un moment donné, on va se le dire, j'entendais des gens qui étaient comme « Ah, ça en dit long sur notre foi en la démocratie et tout ça. » Non, mais soyons honnêtes, là. Je veux dire, puis on en discutait, Michel et moi, avant de rentrer. En 2012, j'avais dit une chance qu'il n'y a pas eu les Canadiens en série éliminatoire parce qu'on n'aurait jamais entendu parler du mouvement étudiant avant bien tard au printemps. Ça vous a donné une exposition. Exact. Il n'y avait rien d'autre à couvrir. Fait qu'est-ce que tu penses que les médias faisaient? Mais ils couvraient le mouvement étudiant. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je veux dire, il y a du hockey, on s'en va vers le hockey, puis ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on ne va pas changer ça en 2025 si en 2012, c'était encore dans la règle. Donc, moi, je m'attends pas... Pour vrai, je ne m'attends pas à grand-chose. De toute façon, les attentes du côté des libéraux sont en dessous du troisième sous-sol. Là. Je veux dire, ils n'arrêtent pas de dire il n'est pas très bon français, on n'a pas de grandes attentes, on veut juste pas... On veut un match nul. Là. Je veux dire, OK, bon, on est comme enthousiaste face au débat. Puis du côté des conservateurs, ils ont tellement pas été capables d'amener certains éléments de leur campagne que j'ai de la misère à voir comment est-ce que là, ils vont être capables, en une soirée en français, être capables de revirer la situation. Je vois vraiment pas, en fait, comment Pierre Poilievre peut le faire. Pas avec ses sourires un peu travaillés dans les dernières semaines que ça va arriver. Là. Ouais. Peut-être que, par contre, le chef du Bloc québécois peut peut-être faire des gains, ou en tout cas éviter des pertes. Oui, parce que là, les libéraux au Québec... Tout a gagné. Tout a gagné. Il s'exprime très bien dans les débats. Je veux dire, c'est probablement le plus fluide de tous les chefs. Moi, je vais surveiller, par contre, le débat en anglais, parce que là, il peut se passer des choses. Parce que là, tous les... Bon, à part Blanchette, mais tous les autres chefs sont dans leur langue première. Ouais. Là, Poilievre pourrait peut-être... on va se le dire. Là, Toronto, la région de Toronto est majeure. C'est la banlieue de Toronto. Dans cette campagne-là. C'est le 905, ça se passe l'équivalent du... C'est clair. D'ailleurs, tu parlais du Bloc québécois, mais effectivement, M. Blanchette, il faut qu'il convainc le monde que, dans le fond, l'élection ne se gagnera peut-être pas au Québec, elle va se gagner en Ontario. Elle va être déterminante. Et que le Bloc fort au Québec va continuer à défendre. Si jamais, en plus, on avait un gouvernement minoritaire, le Bloc, la balance du pouvoir, mais ça reste... Et il reste une minute. Michel, vas-y. Je vais vous faire une confidence, puisqu'on est dans un état de confidence. Moi, ce soir, à 7h30, j'ai un concert du Big Band de l'Université de Montréal. T'as annulé? Non, je couvre ça pour le site web Panem 360, site Internet de musique éclectique que j'adore. Je m'étais engagé, je vais y aller, je vais enregistrer le débat, je vais regarder le score de hockey. Je pense que je vais dire au leader du Big Band de l'Université de Montréal, qui invite un trompettiste new-yorkais très top niveau, à jouer avec ses étudiants. Ça va quand même être cool. Mais je vais lui dire, si tu vas avoir du monde, dis d'avance que tu vas donner le score du match de hockey entre les morceaux. C'est sûr que ça pourrait servir. Alors, à suivre. Après la pause, on reçoit Hélène Rive qui va nous parler de ce projet de port à Contrecœur. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Michel Labrec, Martine Desjardins sont avec nous en studio. Vont intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, comme je l'ai mentionné en introduction, on reçoit Hélène Rive qui représente la Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Un gros projet. On en avait entendu parler, puis à un moment donné, c'est disparu sous le radar. Puis là, oups, c'est ressorti. Je ne sais pas si c'est au bénéfice de la campagne électorale fédérale, mais on dirait qu'on s'en va vers cette idée d'agrandir le port de Montréal pour en faire un port du côté de Contrecœur. Et là, il y a une assemblée citoyenne qui s'organise. Madame Rive, bonjour. Bonjour. Alors, oui, c'est revenu dans l'actualité un peu parce que le premier ministre Legault a annoncé 130 millions pour le projet du port de Contrecœur au mois de février. Et en fait... tout en disant que le fleuve était une autoroute pas assez exploitée. Alors, c'est assez inquiétant que notre premier ministre pense ça là, du fleuve Saint-Laurent, parce que le fleuve Saint-Laurent n'est pas en bon état de santé en ce moment. Il y a eu un reportage récent dans la Semaine verte qui dit que le fleuve manque d'oxygène et que ça met les poissons en danger. Il y a trop de circulation de bateaux. Bien, c'est divers facteurs qui font que le fleuve ne va pas bien. Ce sont les réchauffements climatiques. C'est aussi la circulation très intense du trafic maritime. Parce que de plus en plus, les bateaux sont gros, c'est des porte-conteneurs, ils sont très, très gros. Et moi, j'habite
sur la rive du Saint-Laurent, à Contrecoeur, et je vois les dommages qui sont causés par le trafic maritime. Le trafic maritime, c'est vraiment la principale cause d'érosion des berges du Saint-Laurent. Donc, ça veut dire que si jamais on construit, on prolonge le port de Montréal du côté de Contrecoeur, on va inévitablement augmenter le trafic naval, là. C'est l'idée, c'est d'augmenter le trafic naval. Ce qui est grave aussi, c'est qu'on n'arrive pas à savoir de la part du port de Contrecoeur qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de dragage, l'étendue du dragage, la profondeur du dragage pour construire le port de Contrecoeur. Moi, je suis allée à une réunion citoyenne tenue par le port de Contrecoeur en juin dernier, et je leur ai demandé, et on me répond que draguer dans le fleuve, ça n'a pas d'impact parce qu'on met des murs de béton dans le fleuve. Alors, vous voyez, c'est quand même grave, là, parce que les scientifiques ont tous établi que si on modifie le Saint-Laurent, le fleuve, si on intervient sur le fleuve, ça a des conséquences, dans le sens où ça crée de l'érosion. Si vous creusez, si vous modifiez le lit du fleuve, ça tombe à côté. Si vous creusez, ça tombe à côté, ça tombe en face, ça tombe partout. Et aussi, on va soulever des sédiments qui sont peut-être contaminés. Tout ça, on ne sait rien de ça. C'est ça qui est inquiétant pour les citoyens. Et on va en parler. On va en voir le 26 avril à Contrecoeur. Dans notre assemblée publique, on va avoir Alain Branchot, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Et lui, il va venir nous parler de tous les impacts de ça, parce que c'est des impacts sur les poissons, sur la faune, sur la flore, sur tous les milieux d'habitat naturel des espèces qui sont là. Quand vous entendez, disons, les politiciens fédéraux nous dire, bon, ben avec la crise Trumpiste, on va être obligé de diversifier nos marchés, donc faire affaire avec d'autres que les États-Unis, c'est sûr que ça vient ouvrir le chemin pour du développement dans le genre du port de Contrecoeur. Comment vous recevez ça? Bien, en fait, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où ce que la crise tarifaire actuelle fait, c'est qu'elle nous interroge sur notre modèle d'économie. Et il y a beaucoup de gens qui disent, OK, là, il faudrait faire attention, il faudrait peut-être réindustrialiser ici, chez nous. Là, on parle de faire plus d'échanges entre les provinces du Canada. Donc, le modèle là, où on importe des tonnes de conteneurs de trucs qui viennent de Chine ou d'ailleurs, bien, il est en train d'être remis en question, justement. Et en fait, quand on regarde un peu plus loin, quand on regarde ce qui se dit de l'économie là, de conteneurs, là, puis ça va pas très bien parce que les crises climatiques changent le cours des routes. On n'est plus capable, les bateaux sont plus capables de passer aux endroits où ils passaient. Les tarifs qu'on met, ça fait qu'il va y avoir moins d'échanges. Tout le monde va revenir à « OK, il faudrait que je puisse produire chez nous ». La France a mis en place une politique de réindustrialisation vraiment soutenue. Et nous, je pense que c'est là qu'on devrait s'en aller, à la fois pour la planète, à la fois pour notre économie. C'est plutôt là qu'on devrait aller. Corrigez-moi si je me trompe, mais le port de Montréal n'est pas à sa pleine capacité, il me semble. Non, il ne l'est pas encore. Et tout ça est très difficile parce que quand on pose des questions au port de Montréal sur le projet du port de Contrecoeur, on se fait dire que c'est pour 2-3 bateaux par semaine. Mais là, on dit... Pourquoi faire tout ça pour 2-3 bateaux supplémentaires? Est-ce qu'on va détruire des milieux humides? Parce que ce qui se passe chez Stablex, ce qui se passait chez Nordvolt, c'est la même chose. D'ailleurs, nous, on va avoir une personne qui était sur le comité d'action citoyenne de Nordvolt qui va être là puis qui va nous expliquer ce qu'eux, ils ont réussi à faire. Donc, ça va être super intéressant le 26 avril de venir à l'Assemblée publique
aux grèves à contre-cœur pour en apprendre plus sur le Les projet. partis politiques, puisqu'on est en campagne électorale, se sont prononcés là-dessus, du côté de contre-cœur. Je n'ai pas en mémoire les députés fédéraux qui sont... Il y a le Bloc, il y a les libéraux, il y a... Bien, le député actuel, qui est là depuis 10 ans, Xavier Barsalou-Duval, dans notre comté, c'est quelqu'un qui est très actif, là, justement, pour la protection des berges du Saint-Laurent. Lui a mis en place, justement, un comité pour le comité des transports. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites par ce comité-là. Et entre autres, c'est de réinstaurer un programme de protection des berges du Saint-Laurent. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que les bateaux n'ont pas de vitesse obligatoire. Ah? C'est une vitesse volontaire. Et elle n'est pas toujours respectée. Ça veut dire quoi? Ils peuvent aller plus vite? Ah oui, Ah oui? Ils peuvent aller plus vite. Et nous, on le voit parce que maintenant, il y a des applications. Donc, on peut regarder s'ils vont plus vite. Et souvent, on va voir qu'ils vont plus vite. Et en plus de ça, la vitesse volontaire, elle a été établie il y a une dizaine d'années. Et depuis ce temps-là, il y a eu des changements climatiques, l'eau est plus haute, etc. Est-ce que cette vitesse-là est encore la bonne vitesse pour ne pas causer d'érosion des berges, pour ne pas causer de dommages à l'environnement? Là, gros point d'interrogation. Et le comité qui s'est penché là-dessus a dit mais là, il faudrait des travaux là, scientifiques pour voir si c'est encore la bonne vitesse et il faudrait établir une réglementation. L'objectif de votre Assemblée citoyenne, c'est évidemment, j'imagine, de sensibiliser davantage, de créer un effet de mouvement. Avez-vous bon espoir, parce que tantôt, vous l'avez mentionné, M. Legault a annoncé des investissements quand même importants en février dernier. Avez-vous bon espoir? Parce qu'en Montérégie, il y a pas mal de députés de la CAQ. Est-ce qu'il y a de l'écoute à ce niveau-là ou bien on suit le premier ministre puis on n'écoute pas tant les citoyens? Du point de vue de la CAQ, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir parce que c'est une vision de l'économie qui date, je pense. C'est une vision de l'économie. Bon, M. Legault, il a plus de 65 ans. Vous pensez que c'est une question d'âge? Oui, il y a une question d'âge. Oui, malheureusement, il y a une question d'âge. Toi, t'es-tu moins écologique parce que t'approches ça? J'ai plus que ça. Ben oui! Mais là, je te faisais une fleur! Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, non, je comprends très bien. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut comprendre que l'économie ne peut plus se faire sans tenir compte de l'environnement. C'est fini, ça. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un virage qui, encore une fois, est causé par Trump. Parce que là, on est tellement pris d'assaut par ses tarifs, par sa guerre commerciale et tout ça, qu'on veut revenir un peu. Ben, c'est ce que je mentionnais tantôt, l'idée de diversifier les marchés et mais tout. Oui, puis je veux juste ajuster peut-être un ouais. petit bémol à ce que vous dites, qui dans l'ensemble est très juste, mais un des impacts quand même de cette guerre commerciale, c'est plus de commerce avec l'Europe. Et là, ça veut dire plus de bateaux dans le Saint-Laurent. Vers l'Europe, oui. Ben moi, je dirais pas forcément, parce que justement, ce qu'on a dit, c'est justement qu'on allait faire plus de commerce entre les provinces. Alors là, c'est pas forcément du bateau, c'est peut-être des trains, c'est peut-être d'autres moyens de faire du commerce. Mais je pense aussi que la réindustrialisation, c'est quelque chose qu'il faut regarder sérieusement. En même temps, je veux dire, le gouvernement du Québec est en train de faire une campagne qui nous dit d'acheter local. Alors, soyons logiques et achetons local. Tout à fait. Non, puis on n'a pas de boule de cristal, là, mais réindustrialiser jusqu'à quel prix et à quel point. Moi, je vous parie qu'on va continuer à commercer encore très, très, très longtemps avec les États-Unis. Là, je pense pas que demain matin, notre principal partenaire commercial, ça va être l'Europe ou même la Colombie-Britannique. Mais, effectivement, à cette Assemblée citoyenne, vous allez parler écologie, environnement, mais de modèles de développement aussi. Il nous reste peut-être 30 secondes pour inviter les gens. Ça a des impacts énormes aussi sur les citoyens parce qu'on ajoute 300 camions par jour. Ah oui, sur la route. Sur la route, là, sur la 30. 2 trains jusqu'à 8 trains par jour aussi ou par semaine. Donc, il y a des impacts écologiques. On fait ça dans une petite ville de 10 000 habitants qui, je pense, n'a pas vraiment les moyens de se défendre et aussi ne sait pas ce qui s'en vient parce que le port fait toujours, je vous dirais, une grande campagne qui est
très positive où on te dit que tu vas prendre ton verre de vin ancré dans un 5 à 7, mais on te montre pas le bruit, la pollution, la destruction des milieux humides, toute la destruction. Madame Hélène Rive, vigie citoyenne, port de Contrecœur, 26 avril, de 9h à 17h, une assemblée citoyenne. On invite tout le monde à y participer. Puis on vous réinvitera une fois que l'assemblée sera passée. Après la pause, Martine Desjardins nous parle de l'importance des centres de la petite enfance au Québec. On est de retour à Franchement-les-Tourneaux. Alors, Michel Labrec est toujours avec nous en studio. Il va nous parler après la deuxième pause. Et comme je l'ai annoncé là avant, celle qu'on vient d'avoir, Martine Desjardins, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui va nous jaser, qui est souvent venu nous jaser d'éducation. Mais là, on va prendre le plus petit chaînon, ou le plus gros, ou le plus important. Je ne sais pas par quel bout on le prend. Mais les centres de la petite enfance, 3 jours de grève de la CSN, mais au-delà des enjeux de conditions de travail, nous jaser de l'importance des CPE. Oui. Tu savais qu'en 2016, Jacques, j'ai été dans une commission sur l'évaluation de services éducatifs à la petite enfance. J'étais là avec André Lebon et Pierre Landry, qui est un avocat en Outaouais, entre autres. Donc, on avait fait la tournée du Québec pour voir un peu c'était quoi l'état du réseau, faire des recommandations sur l'état du réseau, etc. Puis, ça avait été très clair que la question de la qualité, peu importe les milieux, c'était l'essentiel du message qu'il fallait retenir. Il fallait augmenter la qualité. Il y a une obligation d'avoir 2 éducatrices sur 3 actuellement qui sont qualifiées dans le milieu de la petite enfance. Tu sais, 2 sur 3, là, ça veut dire qu'il y en a une qui n'est pas qualifiée. Qui n'a pas de formation. Qui n'a pas de formation, qui peut avoir toute autre formation, mais qui n'a pas de formation dans le 0-5 ans. Puis entre toi et moi, là, le 0-5 ans, on va se le dire, peu importe, là, j'ai des enfants qui sont passés... J'en ai un qui est passé par là, qui est dans le milieu scolaire maintenant. J'en ai un autre qui est encore dans un service éducatif. Puis le 0-5 ans, c'est pas mal crucial pour tout le reste. Ça détermine pas mal tout le reste de parcours scolaire, ton niveau de relations sociales. À 3 ans, là, le cerveau d'un enfant, c'est tellement, tellement puissant, je veux dire, en termes de liens qui se fait au niveau biologique, neurologique, etc. Je me dis, on peut pas penser qu'on va laisser... Oui, exact. On peut pas penser qu'on va laisser nos enfants à des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas une qualité d'éducation puis un plan éducatif, en se disant que ça ne va pas avoir d'impact sur l'avenir. Quand on avait fait la tournée en 2016, déjà, là, on se faisait dire, tu sais, des enfants qui viennent de milieux défavorisés, qui n'ont pas accès à ces milieux-là, ou qui viennent de milieux qui sont, par exemple, violents, ou qui ont vraiment beaucoup de difficultés, les avantages d'aller dans un centre éducatif CPE sont comme 6 fois plus importants pour eux qu'un enfant qui provient d'une famille, somme toute, régulière, normale. D'ailleurs, tu me corrigeras, mais il me semble que c'était un peu le narratif de la CAQ quand on a fait les maternelles 4 ans. Là, on disait l'importance... Oui, mais d'ailleurs, parlons-en des maternelles 4 ans. Jacques, parce que dans tout ce... Non, mais attends, parle-moi pas là-dessus. Dans tout ce débat-là, je te ramène le 2016, là, les maternelles 4 ans, ça commençait, c'était encore un petit projet. Puis en fait, ce qu'on avait réalisé, parce qu'on se disait... c'est tous les enfants qu'on n'arrive pas à avoir dans les milieux éducatifs, on va les mettre dans les maternelles 4 ans parce que un enfant qui provient d'un milieu défavorisé ou qui n'a pas pu socialiser, quand il rentre au niveau scolaire, il est déjà en retard. Puis être en retard en maternelle, ça augure mal pour la suite. Fait qu'on s'était dit, on va aller les récupérer dans les maternelles 4 ans. Mais déjà en 2016, là, le pourcentage d'enfants qui ne provenaient pas de milieu éducatif, qui étaient donc déjà en service éducatif à la petite enfance, c'était 19 19 Ça veut dire que c'est seulement 19 des enfants qui ne bénéficiaient pas déjà d'un service de qualité qui se retrouvaient dans les maternelles 4 ans. Fait que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on cannibalisait un programme qui fonctionnait bien pour les CPE, pour les envoyer là. C'est encore le cas aujourd'hui. Je regarde même dans le CPE de mon enfant actuellement, on a plein de groupes de 4 ans, puis à chaque année, il faut faire la tournée des appels pour voir est-ce que c'est possible d'avoir des gens. Puis les gens, des fois, nous disent oui, puis après ça, ils vont à la maternelle. Parce que dans la tête des gens, la maternelle, c'est le milieu scolaire, donc c'est plus adapté, ce qui est totalement faux. Quand on réalise les programmes éducatifs qui se font dans les services, les CPE, on se rend compte qu'on a vraiment des bons services. Il y a quand même une vision, il y a une pensée, une réflexion des objectifs. Il y a tout un cadre de suivi également qui se fait. Puis d'ailleurs, on avait terminé la commission, on se disait, la grosse problématique aussi, c'est les milieux familiaux non subventionnés qui, comme proliféraient un peu partout. La CAQ a quand même mis un peu de ménage là-dedans, a mis quand même certaines mesures. Il y a eu également des transitions des milieux non subventionnés vers
des milieux subventionnés. Donc, il y a eu quand même certains éléments. Il manque encore des places. Il en manque presque 30 000 autour de. Exact. Il y a plus... il y a des programmes qui ferment de formation. Puis là, on s'entend, on est à 2 sur 3, puis c'est pas appliqué partout. Là. On est quasiment à comme 50 % là, pratiquement dans certains CPE parce qu'ils peuvent pas atteindre le 2 sur 3. Donc là, on est en train de déprécier au niveau de la qualité. Et on va se dire, genre, que ce qui va arriver, là, c'est que les femmes qui ont réussi à aller sur le marché du travail vont retourner à la maison. Parce que ça va être rendu vraiment plus problématique pour elles d'envoyer leurs enfants là, parce que, tu sais... Manque de place. Donc t'as pas le choix. C'est toi qui restes à la maison. Donc, tu sais, l'égalité homme-femme dont on s'est targué, dont on vient de fêter encore l'anniversaire, tu sais, comme d'un Québec fou de ses enfants, etc. Puis on se ramasse à avoir encore une discussion sur ça vaut-tu la peine de bien payer ces femmes-là qui s'occupent de nos enfants? Pourquoi on n'arrive pas... Moi, je trouve ça insultant. Mais pourquoi on n'arrive pas, justement, à prioriser, parce que c'est important, tu le mentionnes sur le rapport aux femmes. Ben oui. Tu sais, quand on envoie les enseignantes en grève, on fait des comparatifs avec la Sûreté du Québec, puis je voyais le secteur de la construction, 0 jour de grève, 22 % d'augmentation sur 4 ans. Tant mieux, bien sûr, pour ceux qui sont dans la construction, alors que là, on est rendu à une 14e journée de grève du côté de la CSN et on n'a pas encore d'entente pour un salaire qui gravite autour de... on est à 21 $, de l'heure à l'entrée. Pour quand on commence à avoir comme un peu on peut penser vers un 30 $ de l'heure, mais je veux dire, aller dans n'importe quel autre secteur, un 30 $ de l'heure, c'est pas mal à l'entrée que vous avez ça. Donc, puis ça, c'est des femmes là, qui, à tous les jours, s'occupent de nos enfants, les consolent, les rassurent, leur apprend à partager, développent leur intellect, leur font faire plein d'activités, réfléchissent à des façons de faire. Vont s'occuper d'eux dans leur hygiène personnelle. Je me dis, c'est des femmes à qui on demande même de faire du ménage dans leur local pour s'assurer qu'on ne va pas attraper tout le monde la gastro à la maison demain. Il y a quand même des exigences de ce travail-là qu'on ne demande pas à n'importe quel autre corps de métier, pour lesquels elles ont quand même étudié 3 ans au cégep. Puis on n'est même pas capable de leur donner. Mais je l'ai dit en introduction. Moi, je ne comprends pas. La technique la moins bien payée aussi, au collégial. Non, mais c'est exactement. Puis l'affaire, c'est encore des femmes. C'est des femmes qui vont se dévouer, puis on va leur dire pour excuser justement le fait qu'on ne les paye pas. Mais oui, mais c'est une passion, s'occuper des enfants de 0-5 ans. Je m'excuse, mais une passion, c'est pas ça qui paye ton épicerie. Il faudrait passer juste une journée avec un groupe de... Il y a eu justement un journaliste, je pense que c'est Rad, un journaliste qui est allé passer, qui est allé passer une journée dans un service éducatif. Je veux dire, il a fini sa journée, il était à terre. Là. Tu sais, genre, au bout de la première heure, déjà, il était comme dépassé par tout le travail qu'il avait à faire, la gestion de conflits, l'apprentissage pour s'habiller, aller dehors, profiter, penser, réfléchir à comment est-ce qu'on va gérer le dîner, les plans d'intervention spécialisés. Il y a eu plein d'articles qui ont été faits dernièrement pour dire l'argent qu'on donne pour les enfants qui sont en difficulté ne va pas à la bonne place. Parce qu'on n'a pas de plan d'intervention, tout ça dans certains milieux. Je veux bien, là, mais il faudrait quand même s'assurer aussi que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de faire ce genre de suivi-là. Tu sais, si on envoie des enfants qui ont des grandes difficultés puis qui ont besoin d'un soutien puis qui ont besoin d'un plan, assurons-nous d'avoir des gens qualifiés qui sont capables de faire le suivi. C'est pas tout le monde qui a mis de l'argent comme ça pour faire des suivis. Comment on forme, Martine, ce tiers qui n'est pas qualifié? On les forme sur le tas? On peut les former. Je veux dire, en termes de... Tu sais, je regarde, par exemple, dans le CPE où je suis, il y a des formations qui sont données aux éducatrices, il y a des suivis des formations continues. Je me dis, ce tiers-là qui n'est pas formé peut être formé en formation continue. Je pense qu'il y a une volonté, d'ailleurs, de la majorité d'aller se former. Parce que quand vous arrivez avec des tout-petits, là, qui, bon, je regarde, par exemple, là, de 18-4 ans, là, qui est pas mal la majorité de ce qu'on va retrouver, parce que les poupons sont quand même dans des ratios plus restreints, là. C'est 5 pour 1. Quand vous avez du 18-4 ans, là, tout combiné, là, je veux dire, il s'en passe des choses. Puis comprendre le développement qu'un enfant de 2 ans, même si tu lui répètes de partager, ça se peut qu'il partage pas. Mais c'est possible. Puis qu'un enfant de 3 ans qui te répond là, un petit peu comme directement, là, c'est pas parce qu'il te cherche, c'est parce qu'il essaie de s'affirmer, puis il essaie de voir elle est où la limite, puis de comprendre la limite. Mais ça, si on n'a pas de formation, c'est difficile de le comprendre. Fait que je pense qu'il y a une question de formation continue. Moi, je l'ai vu chez des éducatrices, cette volonté-là de poursuivre une formation continue. Je donne un exemple.
Nous, notre CPE est passé dans des classes qui sont des multi-âges. Ce qui est absolument génial parce qu'on recrée le milieu familial dans un groupe de 18-4 ans. Donc, ils sont tous mélangés. Ils ne sont pas juste avec des 2 ans ou des 3 ans ou des 18 mois. Ah, ça n'existait pas dans le temps que mes enfants ça, c'est merveilleux. Parce que non seulement tu as un programme éducatif, mais en plus, dans le même groupe, ils apprennent à faire attention aux plus jeunes. Les plus jeunes sont stimulés par les plus vieux au niveau du langage puis au niveau des apprentissages. Ils sont comme un peu poussés vers le haut. Les plus vieux apprennent à prendre soin, à développer leur empathie, leur compréhension du partage, etc. C'est vraiment merveilleux. Mais ça, là, ça a pris des éducatrices qui avaient déjà 15-20 ans d'expérience, qui ont levé la main et qui ont dit « Moi, j'ai goût d'essayer. Je vais aller me reformer. » Fait que c'est après ça qu'on vient pas me dire que ces gens-là sont pas capables de faire des efforts. Puis on devrait les payer à la hauteur. Mme Lebel disait encore récemment on veut plus de flexibilité. Quand tu entends ça, là, je veux dire, tu peux pas avoir plus flexible que d'accepter de prendre des groupes. Ils sont hyper flexibles. Ils vont prendre des heures supplémentaires, ils vont remplacer dans d'autres groupes. Je veux dire... J'en vois, moi, des éducatrices là, qui sont supposées travailler 4 jours semaine, qui en travaillent 5 jours semaine, justement pour éviter qu'il y ait un bris de service. Je ne comprends pas qu'on est encore en train de les pointer du doigt en disant « Vous devez faire plus d'efforts, vous n'êtes pas assez ouverts, vous ne comprenez pas les demandes. » Ils les comprennent très bien. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la majorité des parents, des grands-parents, puis des gens de la société sont derrière les éducatrices actuellement parce que tout le monde ne voudrait pas faire ce travail-là. Et tout le monde comprend l'importance du travail qu'elles sont en train de faire. Et le risque, c'est évidemment que les femmes, et j'espère aussi des hommes, ne veulent plus aller étudier dans ce domaine-là. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Ça serait dramatique. Ça serait vraiment une catastrophe, en fait, qu'on n'ait plus personne, qu'il y ait plus de relève pour s'occuper de nos enfants. Ça aura un impact sur tout le milieu du travail par la suite. Là. Je veux dire, le retour des femmes à la maison, là, ça serait ça, le choix de Après, il y a toujours la question de comment on finance ça, parce qu'on est déjà... Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, on rentrera pas on est capable de financer Nordvolt, on est capable de baisser les impôts au Québec et de se priver d'1,7 milliard. Je pense qu'on est capable d'aller financer pour l'avenir de nos jeunes. En fait, ce que je voulais entendre. Je me dis, le coût que ça va nous coûter là maintenant, là, c'est probablement un coût de moins en termes de plan d'intervention puis de suivi de problématiques sociales et de santé mentale de nos tout-petits quand ils vont avoir 13 ans. Investissement. Martine Desjardins, merci infiniment. Ça fait plaisir. C'est excellent. Peut-être qu'ils sont encore à l'extérieur en manifestation. On ira les saluer à 13h. Ouais. Après la pause, Michel Labrec nous parle du Brésil. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Martine Desjardins est toujours avec nous. Et comme je l'ai annoncé avant la pause, c'est au tour de notre ami Michel Labrec. Je disais, il va nous parler du Brésil, mais il va nous parler aussi un peu des États-Unis puis de Trump. Ben oui, bien sûr. Puis je vais vous parler des États-Unis du Brésil, comme j'ai dit. On la connaissait pas, celle-là. Non, là, je m'en veux un peu. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre le Brésil et les États-Unis. Parce que le Brésil, c'est le plus gros pays du continent sud-américain. 200 millions d'habitants. 215, je pense, 20 maintenant. Bon, moi, j'ai eu le privilège d'y passer presque 2 ans, mais ça fait longtemps, entre 2001 et 2003. Moi, j'ai assisté, Jacques, à l'arrivée de Lula da Silva. Donc, le grand leader de gauche. À l'époque, c'était quelque chose de complètement inédit. Il y a plein de Brésiliens qui avaient surtout de la haute classe, de la classe dominante, qui ne supportaient pas qu'un syndicaliste puisse être élu à la tête du Brésil. J'ai déjà dit à quelqu'un d'autre, je vais vous le redire, c'est un peu l'équivalent comme si Louis Laberge, l'ancien président de la FTQ, feu Louis Laberge, devenait premier ministre du Canada. Avec un parler comme ça. Lula, c'est quelqu'un qui ne vient pas de... oui, bien sûr. C'est un métallo. C'était un métallo, un syndicaliste. Et c'était un électrochoc. Maintenant, pourquoi je veux parler du Brésil dans le cas qui nous occupe? Pour toutes sortes de raisons. Une des raisons, c'est la similarité politique entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'après Lula, bon, il y a eu différents leaders, mais il y a eu en 2018 l'élection d'un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui, après son mandat de 4 ans, ayant fait de multiples dégâts, notamment ayant géré la COVID comme un amateur absolu, ce qui a fait en sorte que le Brésil et des amis brésiliens l'ont dit, ils ont eu honte d'être brésiliens pendant des centaines de milliers de morts. Oui, épouvantable, surtout en Amazonie et tout ça.
Et donc, il y a des parallèles à faire. Il va y avoir une élection fédérale en 2026. Bolsonaro tente de se représenter, et c'est là le parallèle avec Trump qui est intéressant. C'est qu'en ce moment, Bolsonaro risque d'être condamné pour une tentative de coup d'État. Oui, c'est ça, parce qu'il a contesté, en fait, sa perte d'élection. Oui, voilà. Et il y a eu un truc un peu similaire à ce qui s'est passé à Brasilia, le 6 février 2021 à Washington. Il y a eu 6 janvier, pardon. Il y a eu le 8 janvier 2023 où les gens ont saccagé les édifices principaux de la capitale, Brasilia. Mais la différence avec ce qui se passe avec Trump, c'est que là, il pourrait subir un procès, lui et une trentaine d'autres de personnes, dont des ex-généraux de l'armée. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment les États-Unis ont traité Trump, malgré ses 34 mises en accusation et même condamnation, versus Bolsonaro. C'est ce que je trouve intéressant. Et pour comprendre ça, Jacques, il faut reculer en arrière. C'est pour ça que je veux... en fait, on va à la fois reculer et être dans l'actualité, parce qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle « Je suis toujours là », de Walter Salles, qui est un grand réalisateur brésilien, et ça raconte la dictature que le Brésil a subie entre 1964 et 1984. Le régime des généraux. Ça, c'est une chose que les États-Unis n'ont pas encore, j'insiste sur le « encore », connu. Mais ce film raconte la disparition d'un politicien de gauche totalement arbitraire et comment sa famille réagit. C'est à la fois un film très politique, mais très, très, très touchant sur le plan de l'émotion. D'ailleurs, ils ont gagné un Oscar pour le meilleur film étranger. Ils étaient en concurrence pour le meilleur film tout court. Beaucoup d'amis brésiliens auraient espéré que ça se passe, mais ça ne s'est pas passé. Et cette dictature, il faut le rappeler, avait eu l'appui des États-Unis. Et on ne parle pas d'un président américain républicain, on parle de Lyndon B. Johnson, le grand parrain de l'adoption de la loi des droits civiques aux États-Unis, mais il n'était pas aussi net et aussi blanc sur le plan de la politique étrangère. Donc, les États-Unis étaient d'accord avec cette dictature. Et une petite anecdote. Savez-vous qu'il y a eu l'équivalent de la crise d'octobre 70 au Québec, au Brésil? Ah non? Eh oui. En 69, un an avant, en fait, on pourrait dire que le FLQ a copié les Brésiliens. Ah bon? Y a-tu eu un ministre dans le véhicule? En 69, il y a un groupe de 4 personnes qui s'appelle l'Armée de libération nationale. Oh, c'est proche, quand même. Qui kidnappe un ambassadeur américain. Ah bon? Et, nous, il était britannique. Oui, c'était un consul, mais un consul, James Cross. Après ça, il y a eu Pierre Laporte, évidemment. Et ça aurait pu finir à peu près comme la crise d'octobre de 70, parce qu'ils sont passés, parce qu'il y a eu des livres, des films décrits là-dessus. En fait, un des 4 terroristes, c'est quelqu'un que j'ai personnellement très bien connu, qui s'appelle Fernando Gabeira, qui est aujourd'hui âgé de 85 ans, qui a été député du Parti vert au Congrès brésilien. Mais lui, il raconte dans le livre qu'il a écrit, il y a eu un film de fait là-dessus, qu'il était sur le point lui-même d'exécuter l'ambassadeur américain parce que il n'y avait pas de réponse aux revendications. Puis au moment où il commence à penser à ça, puis il parle à l'ambassadeur, ça sonne et on annonce qu'on va libérer 15 prisonniers politiques et là, eux libèrent l'ambassadeur américain. Qui est passé un poil de ça. C'est quand même fou, quand même. Oui. Et Fernando Gabeira, d'ailleurs... J'ai un ami... Quelqu'un de très francophile. Il s'est exilé en Europe après ça, évidemment. Ouais. Oui, j'imagine. Et voilà, il y a eu une amnistie après, et voilà. Si tu permets, j'ai un ami syndicaliste brésilien qui me racontait, puis toi, tu parles portugais, là. Si. Grève générale contre le général, là. Il paraît que c'était un slogan, ça, utilisé. Oui. Il paraît que ça se prononce même comme en français. Oui. Grève générale contre le
le général. Mais dis-moi, quand tu fais le parallèle avec Trump, la tentative de coup d'État, les procès, est-ce que Bolsonaro, toi, tu connais un peu le système de justice, le rapport au pouvoir politique, Bolsonaro, il reste-tu de s'en tirer comme Trump s'en est tiré? Bolsonaro, je pense que ça peut être différent parce qu'il y a un juge en chef de la Cour suprême en ce moment qui s'appelle Alexandre de Moraes, qui a Bolsonaro et ses complices dans sa mire. En même temps, évidemment, Bolsonaro a un parti politique, le Parti libéral, qui est présent au Congrès quand même assez fortement, même si c'est Lula en ce moment qui détient la majorité. Et là, ils ont fait un projet de loi pour amnistier Bolsonaro et ses complices. Il semblait qu'ils allaient avoir assez de signatures de députés pour le faire passer, pas le faire adopter, mais au moins le faire passer en lecture. Mais là, ça n'a pas l'air d'être sûr. Et voilà. Moi, je pense que la différence, par exemple, la différence, c'est que Bolsonaro est beaucoup plus surveillé que Trump ne l'a été aux États-Unis. Malgré... Le Brésil, là, c'est fou, hein? C'est compliqué. Il y a corruption aussi. Il y a 29 partis politiques qui siègent au Congrès. Oui, puis il y a un rapport à la corruption quand même qui est assez développé. Oui, puis même Lula da Silva a déjà été condamné pour production. Il a fait de la prison, Lula. Le syndicaliste de gauche a fait de la prison. Il a été libéré par le même juge, d'ailleurs, qui a dit à un moment donné, il n'y a plus rien qui tient contre lui. Alors là, évidemment, tous les partisans de Bolsonaro veulent destituer le juge en question. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on va toutes les passer. Trump, Elon Musk. Elon Musk a eu affaire au même juge parce que le réseau X, quand Elon Musk l'a acquis, ne respectait pas les normes du Brésil. Il fallait qu'il y ait une présence... il fallait qu'il y ait des employés au Brésil, il fallait qu'ils... Pignon sur rue, là. Pignon sur rue, il fallait qu'ils se conforment à certaines règles du Brésil. Elon Musk a dit non. D'ailleurs, un partisan de Bolsonaro, Elon Musk, by the way. Mais le juge a tenu son bout, tant et si bien que finalement, Elon Musk était obligé de s'excuser, d'obtempérer à toutes les règles du Brésil. Première différence entre les États-Unis et le Brésil. Là, évidemment, la présence de Trump fait en sorte que Bolsonaro a un allié. Absolument. À l'étranger. Peut-être même plusieurs alliés. Là. Celui en Argentine, Milei, là, ça doit... Oui, Javier Milei. Non, c'est ça. Mais tous ces pays-là, Chili, Brésil, Argentine, ça bascule toujours entre la gauche, la droite. C'est très, très, très... C'est-tu dans l'international d'extrême droite, là? Parce qu'ils se réunissent, là. Il y a une montée, là, quand même. Oui, bien sûr. Mais là, j'écoutais une petite balado brésilienne avant de venir ici et j'entendais, ça m'a rassuré un peu, depuis que Donald Trump est au pouvoir et là encore plus depuis qu'il a imposé ses tarifs, après ça qu'il a fini d'imposer, une majorité de Brésiliens craignent Trump, n'aiment pas Trump et considèrent maintenant que les États-Unis sont un pays ennemi. Alors, ça veut dire que Bolsonaro, oui, il a des appuis. Il a fait une manifestation à São Paulo, la grande métropole économique. Il y a une semaine, il y avait 45 000 personnes. Mais ça diminue. Mais entre-temps, Lula da Silva, lui, il vieillit. Il était aussi en baisse dans les sondages, mais là, ça a l'air... Un de mes amis brésiliens vient de m'écrire pour me dire que là, il augmentait dans les sondages. Donc, Lula veut se représenter. Est-ce qu'il va avoir la santé pour se représenter? Est-ce que Dilma est toujours dans les parages? Non. Dilma Rousseff, oui. Ouais, celle qui a remplacé Lula. Oui. Elle aussi, c'était une ancienne guerriera, d'ailleurs, dans la période de la lutte contre la dictature. Oui. Donc, non, elle n'est plus là. Le problème de la gauche brésilienne, c'est que si Lula n'est plus là, il n'y a pas de relève évidente. Il n'y a pas de choix clair, ce qui peut fragiliser. Moi, je pense depuis longtemps, mais là, certains de mes amis très pro-Lula ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je pense que ça prendrait un parti de centre au Brésil. J'ai beaucoup d'amis aussi...
plus dans le milieu économique à São Paulo qui disent moi, j'aimerais ça avoir un autre choix qu'entre Lula et Bolsonaro. Il a quel âge, Lula? Lula, il est proche de 80, je pense. Tu l'as rencontré, toi, à quelques reprises? Oui, je ne l'ai jamais rencontré en 1 à 1, mais j'ai eu la chance quand même d'avoir... Moi, je l'ai entendu 2, 3 fois, 4 fois dans le mouvement syndical international. Oui, mais il faisait j'étais là quand tu faisais des petites conférences de presse avec des petits groupes de journalistes brésiliens. J'ai jamais eu un one-on-one. Mais c'est quelqu'un qui a marqué le Brésil pour de bon. Alors, c'est un peu pour montrer qu'il y a encore beaucoup de similitudes entre le Brésil et les États-Unis, qui sont très polarisés, société très polarisée. Mais peut-être qu'ils ont en fait une façon d'éviter, en tout cas, le retour de l'extrême droite qu'on n'a pas vu aux États-Unis. Oui, on va espérer. À voir. Il y a aussi, même pas eu le temps d'en parler, je sais qu'on a fini. Il y a le même genre de débat sur les armes à feu qu'il y a aux États-Unis. C'est pareil au Brésil. Il y en circule, il y a c'est pas beaucoup possible. d'armes à feu au Brésil, ce qui est très, 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 très inquiétant. Michel Labrec, merci infiniment. Très intéressant. Muito obrigado. Mais t'es resté sur le Brésil Tout quand bien. même. Hein? T'es resté sur le Brésil. Tout Oui, bien. mais Brésil, Trump, ouais. Non, mais c'est un pays à surveiller. Et allez voir le film. Je suis toujours là. On prend ça. C'est toujours à l'affiche. On prend ça. Fabuleux. On prend ça en note. Merci Michel Labrec. Merci Martine Desjardins. C'est déjà tout pour Franchement les tourneaux. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay. FM 103.3